Ensuite, on nous a posé une question au sujet de notre travail. On nous a demandé combien on a été payé à l'Oktoberfest et combien on sera payé à la ferme ici. Alors à l'Oktoberfest, on a été payé 1730 € net par personne pour 17 jours de travail. Ça paraît pas mal comme ça, mais en réalité on travaillait 14 heures par jour, ce qui fait 8 € net de l'heure, ça fait mal aux fesses. En fait, à la base on devait travailler 10 heures, mais on travaillait 14 heures, c'était pas dans le contrat, mais c'est comme ça. Et pour la ferme, on devait être payé normalement 4000 € net par personne pour 6 semaines de travail. On est payé 17,30 € de l'heure en travaillant à la ferme. Ce qui fait 2 fois plus qu'à l'Oktoberfest quand même. C'est quand même flagrant. Alors ensuite, on nous a demandé si nos sacs à dos n'étaient pas trop lourds. Et ça justement, c'est le truc sur lequel on est très fiers dans ce tour du monde, c'est qu'on s'est donné la peine avant de se dire vas-y on va faire les sacs les plus légers possibles et je me suis motivé, j'ai commencé à peser tous les objets qu'on avait et tout pour avoir le sac le plus léger possible et notre résultat total c'est d'avoir un sac de 10 kg avec eau et nourriture. Donc ça c'est vraiment un putain de truc, on ne s'est jamais plaint de notre mal de dos, de nos sacs trop lourds et tout. Il faut savoir que dedans, dans tout ça, on comprend notre ordinateur, notre GoPro, notre drone et tout notre matériel vidéo, une tente, les sacs de couchage, enfin tout ce qu'il faut. Donc franchement, on est très très content du résultat et de toute façon on fera une vidéo dédiée pour vous expliquer un peu notre matos. Les aspects négatifs de ça, vous le verrez dans la vidéo Oktoberfest, c'est quand Yann doit sortir son sac poubelle dans lequel il y a ses affaires sales et remettre des caleçons qu'il avait déjà mis au sale il y a 5 jours, mais malheureusement il n'a plus de caleçons. Ouais, parce qu'on a dû forcément prendre très peu de vêtements pour arriver à un poids comme ça, on n'avait pas le choix. On vous met la vidéo ici sur l'Oktoberfest. Ok, à cette étape du voyage, quel est notre ressenti sur la force mentale? Ça fait maintenant 5 mois et demi qu'on est en voyage, donc on est à la moitié du tour du monde. On peut se demander, est-ce qu'on est toujours enjoué autant par ça? Est-ce qu'on est fatigué, on en a marre? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Alors on a des avis assez différents là-dessus, donc ça dépendait un peu des moments, mais moi je suis arrivé à la fin de l'Amérique du Sud, quand on est arrivé à Rio, j'étais un peu à bout mentalement, j'avoue que toutes les péripéties entre les aventures très très intenses de la Colombie, le Pérou qui était très décevant avec les manifestations qui nous ont emmenés avec tous les problèmes du Machu Picchu et tout, bah moi je me suis vraiment usé mentalement et j'avoue que le fait de voir tous les jours trouver l'endroit où tu vas dormir, trouver l'endroit où tu vas acheter à manger, toujours t'es dans des conditions pas ouf parce qu'on cherchait à dépenser le moins possible, même dans un pays où tu as un pouvoir d'achat de fou, bah nous on est toujours là à économiser 1 € par-ci, 50 centimes par-là. Donc en fait c'est assez usant. Mais heureusement on a eu 2 semaines et demie de pause au Brésil, à Rio, parce qu'on était hébergé par mon cousin, merci Gérald. Et ensuite on est arrivé en Australie et là la motivation est revenue, là je suis à nouveau à fond, donc ça fait plaisir. Et du coup moi personnellement je ne suis pas usé par le tour du monde, j'ai jamais pensé à abandonner. Je suis toujours à fond pour vivre cette aventure que je considère aussi comme un défi. Et vu que je suis assez challenger, quand j'ai un défi j'y vais jusqu'au bout. J'ai quand même été assez usé, moi dès le début par l'Europe en fait, parce qu'on était tout le temps dans des conditions de gros schlag. C'était un peu chiant. Le fait de toujours devoir économiser de l'argent, c'est assez usant aussi, toujours devoir prévoir ce qu'on va faire, notre itinéraire, etc. C'est très chiant, toutes les galères qui nous arrivent. Mais voilà, on est là, moi je suis content, je fais le tour du monde, je sais que c'est une chance unique, j'ai pas de raison d'être usé par ça, et voilà. Ouais, parce qu'on a reçu beaucoup de messages, on a eu beaucoup d'amis et de famille au téléphone qui nous disaient mais mangez bien, c'est important et tout. On est vraiment en train de faire les rats à chercher les trucs les moins chers, on regarde tous les prix au kilo. Mais en attendant, on a un super repas knacky chèvre. Pour vous donner un peu un ordre d'idée du genre d'économie qu'on essaye tout le temps de faire, en fait, par exemple, quand on était au Pérou, il y a un moment où on arrive dans un petit hôtel, genre un hôtel vraiment que pour les locaux, un truc qui coûte vraiment que dalle, genre c'est je sais pas 3 € la nuit, un truc comme ça. Et le mec, on arrive, on lui demande ouais du coup c'est combien par personne, il fait ouais 3 € la nuit. Et lui il fait ah il n'y a pas moins cher et tout, 3 € c'est rien quoi, pour nous c'est rien du tout. On est là en mode ah est-ce qu'il n'y a pas moins cher et tout, vous auriez pas par exemple une chambre avec un seul lit comme ça, il y en a un qui dort par terre et tout. Le mec il nous a regardé en mode mais vous êtes qui, genre vous êtes des Européens, pourquoi est-ce que vous voulez pas prendre une chambre comme tout le monde avec deux? Finalement on a dormi comme des chalacs comme ça. Dans ce genre de truc c'est plein de petits trucs qui rajoutent de l'inconfort, qui rajoutent de la difficulté. Mais en fait on s'est rendu compte que c'était le seul moyen qu'on avait pour arriver au bout de ce voyage et en fait on préfère manger des saucisses et du pain dégueu à l'autre bout du monde en train de faire du stop dans un endroit magique plutôt que de manger du saumon et des tartines à la maison quoi. Est-ce que parfois on n'a pas envie de tout abandonner et de rentrer à la maison? Alors moi je veux pas mentir, ça m'a titillé l'esprit et tout quand j'étais à Rio et que j'étais vraiment à bout mentalement. Mais franchement jamais j'aurais pu abandonner déjà parce que Guillaume m'en aurait voulu à vie et jamais j'aurais jamais pu lui faire ça. Mais en vrai même pour moi c'est un truc, ça arrive qu'une seule fois dans une vie, une expérience comme ça. Et je sais que je m'en serais voulu toute ma vie si j'avais abandonné sur une faiblesse comme ça. Donc dans tous les cas non, c'est sûr qu'on n'abandonnera pas. Et moi quand on était dans les galères du Pérou avec la crise politique
Et même à La Paz en Bolivie, que ça commençait à être Noël, les fêtes, tout ça, je voyais la famille qui s'organisait. J'avoue que j'avais envie de me téléporter des fois chez mes grands-parents pour fêter Noël, mais c'était juste une envie passagère. Je savais que j'étais bien dans mon voyage aussi et que ça allait être que du lourd pour la suite. Ensuite, on nous a demandé quel était le moment le plus dur du Tour du Monde. Donc pour moi, franchement, je crois que le moment précis où j'étais vraiment dans le plus mauvais état et c'était vraiment horrible, c'était pendant notre trek pour rejoindre le Machu Picchu, pendant le trek du Salcantay. Le truc, c'est qu'on était à bout physiquement parce qu'on venait de faire 100 km en montagne avec 1000 mètres de dénivelé tous les jours à 4500 mètres d'altitude. Juste avant d'arriver à la ville finale à Aguascalientes, on venait d'apprendre que le Machu Picchu était fermé et qu'on n'arriverait pas à le visiter, ou en tout cas que ça allait être très compliqué. Moi, j'étais à bout physiquement parce que le trek, ce jour-là, j'avais fait une réaction allergique au niveau des chevilles à cause de piqûres de moustiques. Et j'avais les chevilles qui brûlaient. Et chaque pas, c'était une souffrance. Chaque pas, j'avais envie de prendre un couteau et de me couper la jambe. Et on a dû marcher 10 km à la fin avec cette souffrance-là parce qu'en fait, les hôtels qu'on voulait aller, ils étaient tous fermés ou tous trop chers parce qu'on a encore voulu économiser de l'argent comme des chahutes. Vraiment, c'était horrible. Et moi, le moment le plus dur, et c'est peut-être l'ironie du sort, c'était au même endroit, mais pas au même moment. C'était pas sur les rails aller pour aller au Machu Picchu, c'était sur les rails retour. C'était très dur psychologiquement, j'ai jamais eu autant la rage du Tour du Monde. Tout simplement parce que le Machu Picchu était fermé, on a attendu 6 jours à la ville d'Aguascalientes qui se trouve au pied du Machu Picchu pour rien. Le 6e jour, on arrête d'être dans le déni, on comprend que c'est fini, les conneries, qu'on rentre et que tout le monde nous a bien nus parce que tout le monde nous disait qu'on pourrait visiter le Machu Picchu, que demain ça réouvrirait. Des policiers appelaient leurs collègues du ministère de la Culture qui leur disaient « Ouais, t'inquiète, demain 17h ça va acheter les tickets ». On se levait, on y allait à 17h, il n'y avait pas de tickets. « Ouais, t'inquiète, par contre demain, viens à 6h30 du matin, il y a les tickets, t'inquiète ». On se lève à 6h pour être à 6h30, il n'y a pas les tickets, bref. La plus grande rage de ma vie. Et donc du coup, moi c'était sur le chemin retour sur ces mêmes rails que j'ai vécu mon pire moment du Tour du Monde. On a marché pendant 3 heures pour rejoindre l'endroit où on pouvait prendre un bus. Il n'a pas dit un mot, je ne savais même pas où il était. On marchait, je pense, à 300 mètres d'écart. Il était derrière moi et moi, je marchais tranquillement avec mes écouteurs et lui, il était dans un état. J'entendais de temps en temps des bruits de cailloux. Il était en train de lancer des cailloux sur des panneaux et des trucs comme ça. Il était vraiment en rage. Alors, quelle a été la période la plus dure du Tour du Monde? Donc là, c'est pas juste sur un moment précis, mais sur une période de plusieurs jours. Je pense que si vous suivez un peu nos aventures, vous l'avez deviné, c'est facile, c'était l'Oktoberfest. Quand on a décidé de travailler là-bas, on est parti avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'attentes. Et on s'est retrouvé vraiment dans la pire période. Il faut dire que le travail était difficile, on travaillait 14 heures par jour sur un travail physique, mais on a rajouté des difficultés. On était là à vouloir économiser de l'argent, donc on bouffait de la merde. On était là, on dormait en tente alors qu'on était en hiver, il pleuvait, on était dans un camping et donc du coup il y avait des gens qui revenaient eux de la fête et ils faisaient vraiment la fête, donc ils étaient bourrés, ils faisaient de la musique, il y avait une boîte de nuit en extérieur autour de notre tente, enfin c'était vraiment horrible. Franchement, pire période. Et les douches étaient glacées parce que c'est le mois d'octobre en Allemagne. Il faisait 3 degrés, même les nuits étaient glacées des fois. C'était un mois anormalement froid en Europe. En fait, juste, on travaillait de 7h à 23h. On rentrait, on dormait. Si on avait eu le courage de prendre une douche froide, on le faisait. Et on se relevait le matin, on mangeait notre tarte aux pommes qui datait d'il y a 4 jours. Et on repartait au boulot. Donc la réponse est unanime pour nous deux. L'Oktoberfest était la période la plus dure du Tour du Monde. Et la plus dure de ma vie d'ailleurs. Ça c'est sûr. Du coup on nous a demandé quelle était notre plus grande peur pendant ce Tour du Monde. Alors, la plus grande peur qu'on a eue sur un moment précis évidemment c'était l'attaque à la machette. 8 mecs qui t'entourent, t'es pas dans ton pays, tu sais que c'est un des pays les plus dangereux du monde, la Colombie, à l'arrière sur le plateau d'un camion. Et un mec avec une machette, 5 mecs avec des gravats, ils sont prêts à te les lancer, à te découper. T'es vraiment pas serein sur ce moment là, je peux te le jurer, et c'était vraiment la plus grande peur de ma vie. Ensuite, personnellement aussi, ma plus grande peur, c'était les motos. En engin que je n'avais jamais conduit, je n'étais jamais monté sur une moto. J'étais monté une fois sur un scooter, à l'arrière du scooter bien sûr, c'est pas moi qui conduisais. Et là, on me met sur une moto et je sentais réellement que j'avais un engin de mort entre les doigts et que ce simple mouvement pouvait me tuer. Genre vraiment, quand t'es en Colombie, qu'il y a des gens qui traversent, des motos qui traversent, des contresens énormes, des camions qui doublent en virage dans des montées en montagne, et que moi j'ai jamais conduit une moto, je peux vous jurer que moi qui suis dans l'adrénaline, dans l'aventure, là j'étais pas serein. Sinon un autre truc qui nous fait un peu peur, et là c'est plus la peur de l'avenir, c'est qu'en fait on se dit là on est en train de faire une aventure tellement folle, on prend plein de risques tout le temps entre le stop en Colombie, des trucs, tout le monde nous dit vous êtes des malades de faire ça. En vrai il y a tellement de chances qu'il nous arrive un truc et qu'on n'arrive pas à aller au bout du tour du monde, un truc comme ça. En vrai on a un peu d'appréhension là-dessus, mais pour l'instant ça va, tout se passe bien et on prie pour que ça continue comme ça.
Et en vrai, je sais un peu d'appréhension au niveau de l'Afrique. J'ai peur que ce soit un peu une Colombie V2, que ce soit un univers qu'on ne connaisse pas bien, où on se lance dedans, un peu trop brusque, un peu trop, on est à fond, on veut faire plein de trucs et tout, des trucs que tout le monde nous dit c'est dangereux et tout, comme d'habitude, et que ça se passe mal. Donc on va voir un peu. On nous a également demandé de raconter aussi quelques petites galères, et franchement, ça on en a plein, donc c'est pas un problème, c'est même plus dur de choisir lesquelles on va raconter. Une des galères qu'on a eues par exemple, c'était quand on était à la ville de Uyuni, donc là où il y a le Salar, le plus grand désert de sel du monde. Et en fait donc on avait rencontré une famille de Boliviens parce qu'en fait on mangeait comme des schlags sur le parvis de leur porte. Et ils arrivent, ils garent la voiture, ils nous voient, ils font ah, vous faites quoi et tout. Mais en mode gentil tu vois. Et après on leur dit ouais là, on est en français, en tour du monde, ils disent ah des français et tout, bref. C'est cool, c'est carré. Là on voulait s'acheter une nuit d'hôtel parce qu'on était en ville, on pouvait pas dormir dans la ville. Donc on va à la banque, on se rend compte qu'on n'a plus moyen de retirer de l'argent à cause du fait que nos plafonds étaient atteints. On a 4 cartes bancaires, tous les plafonds étaient atteints, il y avait même des cartes où on a des problèmes de cartes bancaires, bref, on n'a pas pu retirer d'argent comme ça. On n'avait pas d'argent sur nous, donc c'était la merde. On ne pouvait pas payer par transfert bancaire à l'hôtel et ni payer par carte à l'hôtel. Donc c'était totalement la merde et on s'est dit, bah tu sais quoi, la famille de Boliviens qu'on vient de rencontrer, on va aller toquer à la porte de leur garage, on va leur demander de nous héberger. On y va. On leur demande, grave sympa avec nous, etc. Ils demandent à la maman de la famille et au final ils ont juste trouvé une solution, c'était de nous payer l'hôtel qui était à côté d'eux. Donc le mec a négocié avec la meuf de la réception qui avait 11 ans. Voilà, je préfère le dire parce qu'en Bolivie c'est totalement normal. Donc elle s'est fait niquer sur le prix, la meuf de 11 ans. Et du coup ils nous ont payé la chambre d'hôtel. Donc c'était une galère mais au final on s'en est sorti comme d'habitude. Autre galère, on était à Santa Marta sur la côte caribéenne en Colombie. Pour l'instant tout va bien vous me direz. Malheureusement, on avait un bus pour une autre ville. On est parti tellement en retard qu'on a dû demander au Uber de vraiment se dépêcher. Sauf que c'était les bouchons, tout le monde rentre du travail, les routes sont blindées. Directement, on dit au Uber non frérot, là ça va être chaud, on va sortir de ta voiture, on va péter des motos. Le mec grave sympa sort avec nous, nous aide à trouver des motos-taxis dans la rue. Donc en gros, dès que tu vois une moto, tu dis arrête-toi, mais tu sais pas si c'est un taxi ou si c'est juste un mec qui rentre du taf. Et on a réussi à faire s'arrêter 2 motos, une pour moi, une pour Yann. Et là, ça a tracé, ça a zigzagué, rond-point à contresens, avenue genre nationale à contresens et tout. C'était vraiment une dinguerie. J'étais vraiment un peu en panique, mais en même temps, c'était l'adrénaline, j'aimais bien. Et au final, on a eu notre bus, donc Dieu est grand. Une dernière anecdote aussi, c'était également avec des motos, ça on vous en a déjà un peu parlé, c'est les motos à Santa Marta qu'on a louées pendant 48 heures. Il y a eu des aventures, des trucs qui se sont passés, à la base ça devait être fou, on devait passer 48 heures à sillonner les routes, des paysages magnifiques, les couchers de soleil, dormir en tente dans des endroits reculés magnifiques sur des plages. Et c'est pas du tout passé comme prévu, on a eu que des galères déjà, comme on n'avait jamais fait de moto, on a eu que des accidents. Moi je suis tombé une fois, Guillaume il est tombé je crois 5 fois de la moto. Je suis tombé une fois au milieu d'un carrefour, en plein milieu du centre-ville, devant des groupes de mecs et tout qui me regardaient, j'ai failli me faire écraser par le taxi, j'ai glissé sur 2 mètres sur le sol, ça c'était vraiment mémorable, ma chaussure s'en rappelle encore. Et on a vraiment tout pété sur la moto, on a payé 3 fois plus cher de réparation et d'amende que de location de moto pour 48 heures. Voilà, pour dire à quel point on a pété, je crois, 10 pièces. 10 pièces, ouais, un truc comme ça sur les motos. Les rétros, le guidon, le frein, il y a des carénages aussi, enfin bref, il y a de tout. On a perdu les clés de la moto aussi, enfin j'ai perdu les clés de ma moto. Et bref, et on a pris une amende également pour non-port du gilet dans la ville alors que personne ne portait de gilet, je comprends même pas comment c'est possible. Ouais, enfin sans oublier que juste 20 minutes après avoir loué les motos, on avait déjà crevé le pneu arrière. Ah oui, c'est vrai, non mais c'est vrai, tu marques un bon point là. Je pense qu'on a oublié encore d'autres trucs. Après, comme autre grosse galère qu'on a eue, c'est un peu plus une situation assez hors du commun. On venait à peine d'arriver à Sydney, on s'est rendu compte qu'en fait tout était super cher pour se loger. Et donc on a utilisé une application qu'on venait à peine de télécharger qui s'appelle Couchsurfing et qui permet de trouver des gens qui cherchent à voyager par procuration un peu en invitant des étrangers pour raconter leur voyage, partager un moment, tout ça. Et en échange, t'as rien à payer, donc c'est vraiment bien pour nous de ce point de vue-là. Et le truc, c'est que tous les gens qui nous ont répondu, qui nous ont dit oui, c'était des nudistes. Voilà, donc on a passé 10 jours à poil. C'était assez particulier, la première fois pour nous, ce genre d'expérience. Surtout que du coup, les deux, ils avaient, je sais pas, 50 ans, un truc comme ça. Donc c'était vraiment très particulier. Et on était là, par exemple, on jouait à la Wii le soir, on était là à jouer à Wii Sport avec des couilles qui pendouillent, c'était très particulier comme moment, faire la cuisine, tu te lèves le matin, enfin toujours tout à poil. Mais bon, c'était pas une mauvaise expérience, on va dire. Dans tous les pays où on est allé, quelle est la culture, quels sont les éléments culturels qui nous ont le plus étonnés ou surpris?
Moi, toujours l'Amérique du Sud et la vie dans la rue. Tout le monde hyper souriant, hyper ouvert aux autres. Mais Si, non. Frances. Oui, Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Ahora, On va ahora. voir le match. Ahora. Très facile de parler avec des gens parce que voilà, tout le monde est dans la rue, que ce soit les vieux, les jeunes, les riches, les moins riches, les femmes, les hommes, bref. Tout le monde est dans la rue. Je vais vous donner un exemple typique de la gentillesse et de l'ouverture des gens. Voilà, on était à Medellín en Colombie et on était assis sur une place pour manger et du coup on regardait un petit peu autour de nous. Voilà. Il y a un clochard, un sans-abri qui commence à aller parler avec une dame, je sais pas, de 30 ans, une meuf qui travaillait, normal, qui prenait sa pause du midi. Et voilà, le mec il commence à parler avec elle, tout ça, la meuf elle le rejette pas du tout, il commence à parler, il s'échange des sourires, etc. pendant genre 20 minutes, trop sympa, j'étais en mode mais wesh, personne ferait ça en France, tu vois. Et directement après le clochard il part et tout, il va voir d'autres gens je crois. Et là il y a un autre mec qui arrive qui était sur la place, un jeune, je sais pas, un étudiant. Pareil, il commence à parler avec la meuf, je crois que c'est même la meuf qui commence à parler avec lui, il parle encore ouais, pendant 10 minutes tout ça. Alors qu'en France, s'il se passe ça, on va grave dire ouais, lui il veut la gérer et tout, nanana. Alors que là c'est juste bah vas-y on échange, on parle, tu vois. Donc ça m'a tellement agréablement surpris. Aussi ce qui m'a beaucoup surpris parmi la culture sud-américaine, il y a plein de gens avec leurs roulottes qui te vendent de la nourriture vraiment partout. Même quand tu prends un bus par exemple, à chaque terminal de bus, à chaque arrêt, t'as des gens qui rentrent dans le bus et qui te vendent de la nourriture. Donc ça c'est vraiment un point positif que je kiffe et qui fait que les gens sortent dans la rue pour manger et voilà. Et aussi ce qui m'a vraiment choqué c'est que les gens commencent à travailler très tôt en termes d'âge. Par exemple dans les personnes qui venaient nous vendre à manger dans les bus, c'était un moment il y avait une fille de genre vraiment 6-7 ans qui nous vendait à manger. Pareil la fille de l'hôtel, 10 ans max. Vraiment que des trucs comme ça. Donc la dernière question, qu'est-ce qui nous manque le plus dans notre tour du monde? Alors, humainement, ça je crois que tous les deux on est d'accord, c'est notre famille qui nous manque le plus. Surtout, on a encore plus réalisé au moment de Noël, quand on a passé le Noël au-dessus de la Paz et qu'on commençait à recevoir des messages, tu vois, les groupes de famille qui s'animent, tu reçois des photos de tout le monde rassemblé autour de la table. De ne pas avoir ce moment de partage de Noël, c'était assez particulier et c'est sûr que là on a réalisé qu'on avait vraiment un manque à ce niveau-là. Donc bon, mais on est quand même content de faire ce voyage, ça c'est sûr. Ensuite, en termes d'habitude, moi je vais dire qu'il y a un côté stabilité qui me manque un peu et c'est ça qui m'avait usé, c'est de devoir tout le temps prévoir ce que tu vas faire. Même quand tu es dans un moment relax, en fait tu es toujours dans un coin de ta tête en train de te dire qu'est-ce que je fais après, où est-ce que je vais trouver un endroit pour dormir, un endroit pour manger. Voilà. Et sinon en termes d'activité qui me manque, c'est la programmation. Vraiment dans ce voyage j'ai découvert que c'est sûr que c'était ma passion. J'ai essayé de partir en me disant que j'allais pas faire de programmation pendant un an et franchement j'ai pas réussi. J'ai craqué là, surtout en Australie, on a beaucoup de temps pendant qu'on travaille, donc du coup j'ai installé tout ce qu'il faut pour programmer sur l'ordinateur. Mais voilà. Moi ce qui me manque en termes d'habitude, en fait c'est le fait d'avoir une routine dans sa vie. Moi je pensais pas du tout que j'étais un mec de la routine, mais là à force d'avoir trop à faire, je me dis ça fait quand même du bien de se poser et d'être dans sa routine, de rentrer le soir, se mettre sur des vidéos, juste être dans son canapé, ça fait plaisir. Et en termes de côté technique, qu'est-ce qui me manque? C'est le fait de ne pas avoir de douche chaude, surtout quand on était en Amérique du Sud, c'était tout le temps des douches froides et en vrai au bout d'un moment c'est chiant, genre c'est encore un truc chiant qui s'ajoute à la liste. Et voilà, si seulement ils pouvaient avoir un matériel qui permet d'avoir des douches chaudes, ce serait quand même pas mal. Et moi d'un point de vue technique, en vrai il n'y a pas vraiment grand chose qui me manque. Le confort c'est pas un problème pour moi. Je sais pas quoi ajouter en vrai. Fin de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur Instagram, on va l'afficher ici. Voilà, si vous avez des idées de concepts de vidéos, nous par exemple on pensait à faire des vidéos genre une vidéo précise sur une anecdote ou des vidéos sur des galères un peu qui nous sont arrivées mais en plus détaillées que dans la FAQ. Si vous avez des idées de concepts, dites-nous en commentaire, on sera pas preneur.